Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes avec Dominique Tasso. Alors j'avais reçu Dominique Tasso pour cet ouvrage, il y a déjà je pense presque un an, L'évolution en 100 questions-réponses. Nous avions fait plus de 2 heures d'entrevue sur cette question extrêmement importante. Ici, vous avez un autre ouvrage plus petit sur le darwinisme qui est une conférence que Dominique Tasso a faite en mars 2020. Et enfin, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cet ouvrage, La Bible au risque de la science. Donc, pour rappel, cet ouvrage est la thèse de doctorat de Dominique Tasso. Donc, nous allons l'aborder. Évidemment, nous ne pourrons pas tout aborder puisque c'est un gros livre très dense et évidemment aussi complexe. À titre personnel, je me permets de vous faire une petite recommandation. Je vous invite. Alors, vous aurez de toute façon dans la description tous les ouvrages, mais si vous voulez peut-être commencer à vous intéresser à l'œuvre de Dominique Tasso, je vous recommande L'évolution sans questions-réponses, qui est un ouvrage plus accessible, avec les questions et les réponses, et puis il y a évidemment tout un fil conducteur, mais ce sera quelque chose de plus accessible. Mais tout d'abord, cher Dominique Tasso, je tiens encore une fois à vous remercier 1000 fois d'avoir accepté mon invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours, je dirais, flatteur d'être invité, mais surtout quand on sait que derrière cette invitation, il y a beaucoup plus que de la politesse. Il y a une volonté de recherche de la vérité, et évidemment, c'est de se retrouver entre chercheurs de vérité, c'est toujours sympathique. Voilà, oui, merci beaucoup. Alors peut-être la première question pour introduire notre propos, puisque comme je l'ai dit, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, qui est un sujet quand même très important, et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière cela. Mais peut-être pourquoi cet ouvrage et dans quel contexte l'avez-vous écrit? Alors, si vous voulez, les questions des rapports entre science et foi, j'y réfléchissais depuis très longtemps. Et d'une certaine façon, la Bible au risque de la science, c'est une restriction aux questions de la révélation et de la Bible. Donc, au lieu d'être science et foi au sens le plus large, c'est science et Bible, d'une certaine façon. Et là, je voudrais quand même, disons, dire aux auteurs que ça pourrait effrayer de penser que ce livre est une thèse de doctorat. Alors d'une part, je m'étais mis d'accord avec Claude Paulin, qui était mon directeur de thèse, sur le fait que j'écrirais en français. Autrement dit, que j'écrirais une langue tout à fait lisible. Et d'autre part, en réalité, ça n'est pas vraiment une réflexion philosophique, c'est une histoire des idées. Autrement dit, c'est l'histoire des idées que les scientifiques ont eues dans la tête à propos de la Bible. Donc, ça n'est pas une évidemment, ça invite à des réflexions philosophiques. Mais d'une certaine façon, c'était pas le but du livre. Le but du livre, c'était de mettre à disposition de beaucoup de gens. Je dois dire que j'ai constaté que dans les membres du jury, beaucoup, justement, après me remerciaient de choses qu'ils avaient apprises dans ce livre, pourtant sur des personnages qui sont très connus, mais vous savez, on ne s'intéresse pas, en général, chez les hommes de science, on ne s'intéresse pas à leur correspondance, alors que c'est là où on sait ce qu'ils pensent vraiment. Et cette question d'où le titre, La Bible au risque de la science, qui d'ailleurs n'est pas de moi, c'est un ami qui me l'a suggéré, mais je crois que c'est effectivement un très bon titre parce que c'est une question de vision du monde. Et le livre couvre 3 siècles,
17e, donc les sciences dures, la physique, 18e, l'apparition du microscope et donc de la biologie, et puis 19e, l'exégèse, si vous voulez, au cours de ces 3 siècles, la vision du monde a complètement changé, et ces changements sont dus à des initiateurs qui étaient principalement des hommes de science. Donc là, je vais parler de Galilée, Descartes et Newton, parce que c'est les principaux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Galilée, Descartes et Newton ne vivaient pas du tout dans notre moderne vision scientiste du monde. La vision scientifique du monde, mais que je préfère appeler vision scientiste du monde, c'est celle que nous partageons sans nous en rendre compte aujourd'hui. Mais les fondateurs de la science européenne vivaient dans un tout autre monde dans lequel, justement, la Bible avait une très grande importance parce que c'était encore une vision biblique du monde. Et dans une vision biblique du monde, la science a toute sa place. Mais tandis que dans la vision scientiste du monde, alors là, faire une place pour la révélation, ça devient très compliqué. Donc, un petit peu les questions sous-jacentes dans mon livre, c'est de résoudre ce paradoxe que aujourd'hui, alors quand on veut la vérité sur quoi que ce soit, on va interroger le scientifique spécialisé sur le sujet. Donc, on a trouvé un fossile de dinosaure, mais on va interroger un paléontologiste qui s'est spécialisé dans les dinosaures, etc. Donc, on a à la fois un éclatement du savoir et surtout, on croit que les scientifiques connaissent la vérité, détiennent la vérité. Et d'une certaine façon, en additionnant toutes ces petites vérités partielles, eh bien, on a la vérité totale. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de vision scientifique du monde. Et malheureusement, évidemment, le monde est beaucoup plus complexe et comporte beaucoup plus de choses que les petites tentacules d'intelligibilité que chaque discipline scientifique peut en absorber. Donc, si vous voulez, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était d'y voir un petit peu plus clair dans ce basculement entre la vision du monde, qui était la vision du monde en Europe, et il y a un point très important là, c'est quand on parle de science aujourd'hui, on dit la science avec l'article défini. Or, si vous regardez l'histoire des idées, l'histoire des connaissances, vous avez une science égyptienne, vous avez une science chinoise, vous avez une science inca, donc on précise à chaque fois dans quel milieu cette science a trouvé son origine. Alors qu'aujourd'hui, on dit la science. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est parce que cette science qui est née en Europe est devenue la science. Elle a acquis un caractère universel qui est reconnu par tout le monde. Et comment ça s'est-il fait ? Alors, ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça chez Joseph Needham, qui est d'ailleurs un sinologue marxiste qui a vécu très longtemps en Chine maoïste, mais qui a écrit une somme énorme sur la science chinoise. Et justement, lui remarque que ce qui a manqué aux Chinois pour développer une science comparable à la science moderne, c'est le concept de création. Et ce qui est un concept biblique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la Bible, enfin pour nous chrétiens, d'une certaine façon, tout ce qui est, donc tout ce qui fait partie de la création, sort d'une intelligence supérieure. Et comme l'homme a lui-même été créé, mais à l'image de Dieu, il a lui aussi une certaine intelligence, et donc il est capable, dans une certaine mesure, de comprendre la création, c'est-à-dire de rentrer dans les idées de Dieu. Et donc ça, c'est un schéma général qui explique pourquoi est née en Europe cette idée qu'il y avait des lois dans l'univers. Et Descartes, justement, compare, il dit il y a des lois dans la nature, Dieu a fait des lois dans la nature, comme un prince fait des lois dans la cité. Mais jusque-là, y compris chez les Grecs ou les Romains,
le mot lex, la loi, c'était uniquement la loi civile. C'était une question juridique, la loi. Et maintenant, pour nous, il va de soi que la nature fonctionne selon des lois. Et c'est le présupposé porteur de la science moderne. Et ce présupposé est né en Europe, précisément parce qu'il y a eu en Europe la convergence de ce concept biblique de création et de la logique grecque, qui est un outil extraordinaire, en particulier avec le principe du tiers exclu qui permet d'avancer très vite dans la connaissance. Donc ça, c'est pour dire pourquoi j'ai eu cette volonté d'approfondir cette confrontation finalement entre la Bible et la science, mais qui n'était pas du tout une confrontation au départ, qui est devenue une confrontation au fur et à mesure du temps. Oui, je pense que nos auditeurs l'auront aussi constaté que de plus en plus, même la science tend à exclure, mais aussi à décrédibiliser totalement la foi. Nous l'avions évoqué notamment avec le cas de Darwin, où évidemment on caricature ce qui est devenu des, entre guillemets, créationnistes. Mais pour revenir peut-être à notre plan, il y a un personnage qui est contesté, un personnage qui prend beaucoup de place aussi dans votre ouvrage, c'est Galilée. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer déjà qui est Galilée et peut-être quel rôle il a eu, un rôle, on pourrait même dire révolutionnaire, dans le système de pensée qui est devenu le nôtre? Oui, effectivement, donc Galilée est un personnage même attachant par beaucoup d'aspects. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc Galilée est un lettré de la Renaissance. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et qui naît dans une société de marchands, un petit peu comme saint François d'Assise, si vous voulez, qui était le fils d'un marchand, et donc qui fait partie d'un courant qui marque la frontière entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Donc le père de Galilée vendait des instruments de musique, et Galilée lui-même passait pour un musicologue. C'est quelqu'un qui était à la fois doué de sens pratique, ce qui lui a permis de perfectionner un certain nombre d'instruments, dont la lunette astronomique, hein. Et en même temps, donc c'était donc quelqu'un qui avait une culture générale, qui s'exprimait aussi bien en latin qu'en italien, mais qui a fait le choix de publier certains ouvrages en italien, ce qui était chez les lettrés un peu original à l'époque. Un petit peu comme Leibniz a été le premier Allemand à écrire en allemand. C'est très... alors que c'était le latin, la langue des lettrés. Alors, donc Galilée, c'est un lettré qui fait partie de la société des intellectuels de son temps, qui est une société nombreuse, hein, mais nombreuse pas en milliers d'individus, hein, mais en centaines d'individus. Et il a eu un impact extraordinaire parce que, alors, c'est pas lui qui a inventé la lunette astronomique, c'est pas lui qui a découvert les taches du Soleil, c'est pas lui qui a démontré la validité du système de Copernic, hein. Donc ça, on ne prête qu'aux riches et on prête beaucoup à Galilée, alors que Galilée, c'était un scientifique parmi d'autres, et il avait enseigné l'astronomie à Padoue. Et c'est pendant son séjour à Padoue, qui est la plus ancienne université d'Italie, peut-être même d'Europe. Il avait perfectionné la lunette, c'est-à-dire que les premières lunettes fabriquées par les lunetiers en Hollande grossissaient 3 fois. Alors c'était déjà remarquable. Enfin, Galilée a été capable de grossir 9 fois. En perfectionnant une lunette, c'est l'assemblage d'un verre pour myope et d'un verre pour presbyte mis dans le bon sens. Ça, c'est le principe, et celui-là, et après, on pouvait le perfectionner. Mais alors, à partir du moment où on grossissait 9 fois, on a pu découvrir, les astronomes ont pu découvrir plein de choses. Et c'était Galilée l'inventeur de cette lunette astronomique. Donc, il a eu immédiatement une célébrité extraordinaire dans l'Église, mais dans la société en général.
Il est devenu d'ailleurs le mathématicus du grand-duc de Toscane, et il a été reçu à Rome par les jésuites, le collège romain de Rome, de façon absolument triomphale. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, peu après, que se produit son premier procès, dans lequel simplement on lui demande, alors c'était en 1615, on lui demande de ne pas professer le système de Copernic comme si c'était la réalité. Alors ça, c'est un point sur lequel on reviendra, à propos du cardinal Bellarmin. Mais à l'époque, alors si vous voulez, dans le système de Copernic, grosso modo, on peut imaginer que la Terre est une planète. Et ça, mettre la Terre au rang d'une planète quelconque, c'était un tel changement dans la vision du monde que ça n'était pas facile à accepter. D'ailleurs, Luther, quand on lui a parlé du système de Copernic, il a dit « mais c'est un âne, tout le monde voit bien que le Soleil va de l'Est en Ouest, si vous voulez. » Donc il y avait un conflit entre une science théorique mathématisée et le sens commun, et ce genre de conflit ne peut pas être absorbé comme ça en quelques années. Donc l'Église avait dit que donc on ne pouvait. Alors le système de Copernic était archi connu, tout le monde le connaissait, mais ça n'est qu'en 1620 que l'Église a autorisé sa lecture, c'est-à-dire qu'on l'a retiré de l'index. Alors quand un livre est à l'index, ça n'empêche pas les lettrés de le lire, mais ça veut dire que on ne peut pas en parler dans les sermons. Enfin, ça donne une limite à la diffusion de ce livre. Et pourquoi l'a-t-on retiré de l'index en 1620? C'est parce qu'on avait corrigé 9 passages dans lesquels Copernic affirmait que le Soleil était le centre du monde, et on les avait corrigés en disant que c'était une hypothèse. Donc à partir du moment où l'héliocentrisme était présenté comme une hypothèse, il n'y avait plus aucun problème pour personne, et en particulier pour l'Église. Et c'est tellement vrai que justement en 1620, le cardinal Barberini a écrit une ode en 19 strophes en éloge de Galilée, justement pour ses découvertes astronomiques. Et c'est le cardinal Barberini qui deviendra le pape Urbain VIII, et c'est sous son pontificat que en 1633, Galilée sera condamné pour la deuxième fois. Mais c'est pour dire que Galilée a été condamné non pas parce qu'il était mis de côté, parce qu'on ne voulait pas de lui, au contraire, c'était un personnage public considérable, mais il avait des particularités psychologiques et il s'est fait mal voir de tout le monde. Et c'était, alors en particulier, alors que les jésuites l'avaient acclamé quand il était arrivé au collège romain en 1611, par la suite, quand les jésuites, qui aussi avaient des astronomes qui faisaient des observations, ont observé une comète, et cette comète est passée relativement près de la Terre, donc on a pu mesurer la distance de cette comète par triangulation. Alors, la triangulation, vous savez, on prend 2 observatoires qui ont une certaine distance sur la Terre, et qui, le même jour, à la même heure, mesurent l'azimut de l'étoile, et donc par triangulation, on connaît la base du triangle, on connaît l'angle au sommet, et on peut en déduire la distance de l'étoile. Donc c'était une méthode très, très simple, et qui avait montré que la comète était beaucoup plus loin que la Lune. Et ça suffisait d'ailleurs à détruire l'astronomie issue d'Aristote, si vous voulez. La cosmologie d'Aristote, ou la physique d'Aristote, ça faisait 3 siècles qu'on savait qu'il ne fallait pas l'accepter en tout ce qu'elle disait. Donc, quand on présente ce Galilée comme un martyr de la science parce qu'il a montré que les péripatéticiens, comme on disait, ne connaissaient pas la réalité, c'est absurde. En fait, tout le monde savait qu'il fallait revoir la physique d'Aristote, et on le savait depuis 3 siècles. Mais ça, c'est pour dire que Galilée s'est fait mal voir parce qu'il n'a pas voulu croire que d'autres que lui avaient fait des observations pertinentes,
il fallait que toute la gloire des découvertes qu'on faisait dans le ciel grâce à les lunettes lui revienne. Et donc, il a dit que le père Scheiner, en fait, il n'avait pas bien observé que c'était des effets de lentilles. Alors, c'est vrai que les lunettes n'étaient pas aussi bonnes à l'époque qu'aujourd'hui, mais donc, il n'a pas cru à la réalité de l'observation, alors que tous les astronomes étaient d'accord. En plus, il y avait eu des mesures, il y avait eu cette mesure de par là, etc. Donc, il était attelé à faire passer le système de Copernic dans une société qui était réticente, non pas réticente au modèle héliocentrique du système solaire, ça ne posait aucun problème aux astronomes. Ils ne s'en servaient pas parce que les tables de Ptolémée étaient parfaitement fonctionnelles. Mais si vous voulez, alors il y a un médecin français, le docteur Philippe Decourt, qui a publié une vie de Galilée très intéressante parce qu'il analyse le personnage sur le plan psychopathologique. Et il dit qu'en fait, Galilée était un monomaniaque avec une idée prévalente, et cette idée prévalente, c'était la réalité du système de Copernic. Et donc, quand il rencontrait quelqu'un, il se lançait aussitôt dans des discours pour persuader les gens que le système de Copernic était meilleur que le système de Ptolémée, ce qui n'intéressait pas beaucoup un certain nombre de personnes, et puis ce qui le rendait mais absolument insupportable. À ce point qu'il y a une lettre de l'ambassadeur de Toscane, donc lui il était à Rome à ce moment-là, pour plaider sa cause, et l'ambassadeur de Toscane, donc Galilée était le mathématicus du grand-duc de Toscane, écrit au grand-duc en lui disant « Monsieur Galilée devient impossible ». Hein, il décourage même ses meilleurs soutiens. Il n'y a plus qu'un seul cardinal qui veuille bien continuer à l'entendre. Il faut de toute urgence qu'il quitte Rome. Il est en train de détruire sa cause. Donc alors il a effectivement en 1933 été condamné. Alors il a été condamné à quoi? D'une part à résidence dans sa villa d'Arcetri. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Galilée était un personnage dans l'Église. Il avait 2 bénéfices ecclésiastiques qu'il a continué à percevoir, même quand il était condamné à résidence. Mais la condamnation à résidence, ça ne l'empêchait pas de travailler. Et au contraire, tout le travail important en physique qu'a fait Galilée, il l'a fait après son assignation à résidence. C'est-à-dire que tant qu'il était à Florence ou à Rome, il passait son temps à discuter sur le système de Copernic avec des gens que ça n'intéressait pas, donc il se faisait éjecter de partout. Et tandis que quand il était chez lui à Arcetri, là, il s'est mis à travailler. Et la publication de physique où il a fait ses vraies découvertes, hein, c'est quand même des créateurs de la physique moderne, le principe d'inertie, les lois de la chute des corps, etc. Tout ça, il l'a fait quand il était condamné chez lui. Et alors, il était condamné à résidence, donc ce qui arrangeait tout le monde. Hein. C'est pas, je suis sûr que c'est pas une condamnation qu'on a faite pour lui. Non, c'était une façon de se débarrasser de lui. Hein. C'est pas. Et il était condamné à réciter une fois par semaine les 7 psaumes de la Providence. Mais comme il avait 2 filles qui étaient religieuses, c'est une des filles qui a été, on l'a autorisé à ce que la peine soit commuée sur une de ses filles. Donc, vous voyez là à quel point c'est un martyr de la science, puisque les 7 psaumes de la Providence qu'il était condamné à réciter, il n'a même pas eu à le faire. Alors ça, c'est important parce que ça montre bien qu'à l'époque, on avait un très grand respect pour les savants. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.